Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous auraient rejoints dans l'après-midi, puisqu'il y avait quelques personnes qui ne pouvaient pas être là ce matin et qui nous ont rejoints cet après-midi. Donc, je leur souhaite la bienvenue. Reprise donc de nos travaux pour l'après-midi, des travaux qui vont s'enrichir, je vous remets ce que j'ai vu, ce qu'on a montré ce matin, qui vont s'enrichir des échanges avec vous, notamment au cours de 2 séquences de ce que je peux appeler de réflexion sur les impacts, d'une part, du changement climatique et d'autre part, du numérique sur la géotechnique et sa pratique. Et l'ensemble des séquences, comme vous l'avez vu, devraient se terminer vers 17h15. Ils sont venus tout seuls, je n'ai pas eu à les appeler. J'allais vous dire que nous avions notre photographe et notre vidéaste qui allaient monter sur scène pour prendre la salle, parce qu'ils ont pris plutôt des photos dans l'autre sens, là pour montrer l'importance de l'auditoire pour ces 70 ans du CFMS. Vous me dites combien de temps je dois meubler, hein? C'est bon. C'est bon. Alors, on va redémarrer l'après-midi avec, je vous propose une petite balade digestive, mais pas de sieste, hein. On va reprendre notre tour de France des régions qu'on a entamé ce matin. Première étape de cette deuxième partie, le Sud-Est, et Lyon en particulier, avec Franck Barbet, qui est gérant de Fonda Conseil, expert judiciaire et surtout expert au sein de la commission des Balmes de la ville de Lyon, une commission assez unique en France qu'il va nous présenter. Merci. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. On m'a chargé de vous présenter une spécificité lyonnaise, la commission des Balmes, au sein du service construction et Balmes à la direction sécurité et prévention de la ville de Lyon. Donc tout d'abord, le mot Balme, parce qu'en fait, on parle souvent des commissions et des Balmes, mais qu'est-ce que c'est que le mot la Balme? La Balme vient du gaulois qui signifie grotte d'ermite. Et en effet, dans les falaises et parois abruptes des collines sont souvent surcreusées des cavernes ou grottes d'ermites, et le nom a ainsi été donné à toutes les collines. Donc, les collines qui sont intéressées par la commission des Balmes sont tout d'abord la première, celle de Fourvière, qui est située sur la rive droite de la Saône. Elle est urbanisée. On peut voir effectivement qu'il y a une urbanisation importante, mais aussi une densification de zones boisées. La deuxième colline qui est intéressée également par la commission des Balmes, c'est la colline de la Croix-Rousse. Cette colline est également fortement urbanisée et on a beaucoup moins de zones boisées. Elle est située donc entre la Saône et le Rhône. Donc la ville de Lyon est située aux confluences de la Saône et du Rhône. L'histoire géologique de la région lyonnaise ainsi que son évolution hydrographique explique la présence des collines avec des versants abrupts, parfois hauts de 40 mètres verticales et pouvant aller jusqu'à 100 mètres de hauteur. La géologie de ces secteurs a fait l'objet de nombreux travaux réalisés en collaboration avec l'INSA de Lyon. Ont participé à ces travaux, entre autres, M. Laréal, M. Mongereau, M. Louis Vinet, qui, pour lui, a fait une thèse sur toutes ces zones des risques géotechniques dans les Balmes de Lyon. Ces analyses ont conduit à définir pour chaque secteur des coupes géologiques. Ici, la coupe géologique au droit donc, de Croix-Rousse, de la colline de Croix-Rousse, dans lequel passe le tunnel. On retrouve en partie basse le socle granitique et le socle gneissique en rouge. Les sédiments d'origine marine, miocène, sablo-gréseux à la base, puis argileux au-dessus. Ensuite, on va retrouver les moraines quaternaires caillouteuses ou argileuses, donc en vert clair et en bleu. Enfin, les leusses en marron. Et surtout, des matériaux anthropiques constitués de remblais et qui sont souvent archéologiques. Au contact de ces différents faciès, donc au contact ici, voire là, il existe des arrivées d'eau potentielles suivant la perméabilité des matériaux. Dès l'origine de Lyon, les habitations ont été construites sur les plateaux de la Croix-Rousse et de Fourvière, ainsi que sur certains rebords estimés plus favorables. Cette urbanisation laisse apparaître des ouvrages de soutènement de faible hauteur en partie haute, mais sur des hauteurs très très importantes en partie basse et moindres en rive.
Pour assurer l'alimentation en eau de cette urbanisation, un réseau très dense de galeries a été réalisé au fil du temps. L'accès à l'eau se fait soit en aval à l'exutoire, soit par le biais d'un puits de captage. Au début du XXe siècle, à l'arrivée du réseau d'eau potable, cet ensemble de galeries est abandonné. Il reste donc un réseau de galeries qui est non répertorié et non entretenu. Donc on peut voir ici que cette galerie avait été creusée dans les matériaux donc, morainiques. Et au fur et à mesure de la connaissance donc, de ces galeries, au fur et à mesure des travaux, on a répertorié ces galeries ici sur un fond cadastral et plus tard ce sera sur des fonds topographiques. Alors avec la présentation que vous aurez accès au niveau donc, du site, on a laissé un film de 15 minutes qui a été élaboré par le service des galeries et qui présente un petit peu ce réseau de galeries, leurs travaux, qui présente également les problématiques des BALM, le service des BALM, et il a été réalisé en collaboration avec Noël Mangereau. Aujourd'hui, le service galerie a la surveillance de 55 km de galeries et on en découvre encore aujourd'hui. Alors, progressivement, les BALM ont été affectés de glissements et d'éboulements naturels auxquels l'urbanisation croissante ajoutait les risques accidentels constitués par le réseau de galeries. Historiquement, la période la plus récente, dès 1877, des mouvements sont signalés sur le versant est du plateau de Fourvière. Le glissement le plus important survient le 13 novembre 1930 sur le flanc est du plateau de Fourvière, au droit de la cathédrale Saint-Jean, faisant 40 victimes, dont 19 sapeurs-pompiers et 4 gardiens de la paix. Donc on remarquera que sur ce versant, au droit donc, de cet éboulis et du glissement, on a une galerie, il y en avait encore en profondeur, mais c'est effectivement ces galeries qui ont alimenté en eau et vraisemblablement généré le glissement. La réponse de la ville de Lyon donc, à cette catastrophe a été de créer la commission des BALM le 13 novembre 1930. C'est une première commission qui était chargée d'analyser le glissement de Fourvière avec des responsables de la ville et des techniciens extérieurs. De 1930 à 1951, elle donnera des avis sur consultation dans le cadre de problèmes particuliers, spécifiques qu'on lui présentera, ou dans le cadre d'une nouvelle catastrophe également, en 1932, qui fera 32 morts sur un éboulement au droit de l'actuelle cour Aristide-Briand. Cette commission évoluera encore dans le temps. Elle évolue avec un arrêté, donc le 24 mars 1951, qui crée une nouvelle commission et qui est cette fois-ci consultée pour l'attribution de permis de construire sur les BALM et les collines. Donc, conformément à l'article 89 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, la municipalité soumettait à la commission tout projet de construction susceptible de poser des problèmes de sécurité. De 1951 à 1973, 30 permis de construire ont été examinés. Je pense que ce n'est pas le nombre représentatif du nombre de PC dans cette période. Ensuite, un nouvel élément viendra déclencher l'évolution également de la commission. Par arrêté municipal, le 27 juin 1917, la commission est réactivée de manière plus soutenue. L'éboulement survenu le 31 juillet 1977 au 14-16 cours d'Herbouville, qui fit 3 morts, est un nouvel élément dans l'évolution de la commission. C'est le déclenchement d'une politique systématique de prévention au plan sécurité, concrétisée par des études qui seront lancées par la ville de Lyon sur des secteurs tests de la Croix-Rousse et des secteurs de Fourvière. Ces études sont réalisées en collaboration avec l'INSA de Lyon. Dès cette période, on pense à des zones à risque majeur et des zones atténuées. Toute cette réflexion aboutira par l'arrêté de 1982, qui était révisé ensuite en 1994 et modifié en 2009. Ces arrêtés font référence aux zones à risque géologique, ZRG1 et ZRG2, qui sont définis en fonction de la géologie, en fonction de la topographie et en fonction de la présence d'eau et de l'hydrogéologie. Ces arrêtés précisent également les dispositions applicables par zone, avec l'obligation d'études préalables, avec l'obligation de travaux nécessaires dans certains secteurs, avec l'obligation d'entretenir les BALM boisés et également la nécessité de tenir compte d'une condition de fontis pour les projets qui sont dans les zones à risque. Ces zones à risque sont définies sur les plans qui ont été et qui figurent aujourd'hui au POS puis au PLU lors de sa modification.
La commission aujourd'hui. Donc nous examinons tout ce qui est donc, au niveau de l'urbanisme, des travaux donc, qui font l'objet de permis de construire, de déclaration de travaux ou d'autorisation. Il existe dans les dossiers qu'on nous a transmis, en général, le plan du projet, donc le dossier architecte. On a également l'étude géotechnique qui doit tenir compte donc, du périmètre géotechnique, la ZIG. C'est en général et en règle générale un niveau d'étude de type G2 Pro, pardon. Et en règle générale, pour les gros projets, on a également et on dispose de l'étude de l'ingénieur structure. Nous débattons collégialement du dossier et on attribue à ce dossier un avis, donc avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable permet parfois, lorsque le temps le permet, de réinsérer le projet dans le circuit du permis de construire. Et l'avis défavorable, il peut être ou non suivi de prescription, parfois donc des études géotechniques G4 de la part du géotechnicien. Les experts, donc au niveau de la commission, ce sont tout d'abord des universitaires, donc issus de l'INSA de Lyon, de l'École centrale de Lyon, de l'école INP à Grenoble, des ingénieurs du service de la ville de Lyon, qui sont, eux, responsables chacun d'un secteur, donc soit la Croix-Rousse, soit Fourvière. Il y a aussi un représentant du service des galeries, un représentant du service archéologique municipal, un représentant du service urbanisme, pour savoir effectivement si le dossier est dans un délai encore acceptable, le représentant également des pompiers de la ville de Lyon, et des géotechniciens et géologues, indépendants experts de justice ou non. La commission donc, se réunit de façon mensuelle. Elle examine 5 à 6 dossiers par mois, qui représentent à peu près 75% des permis de construire. Mais la commission des BALM, telle qu'on l'entend aujourd'hui et telle qu'elle est connue par les géotechniciens du secteur lyonnais, ce n'est pas uniquement la commission qui se réunit tous les mois. C'est aussi les ingénieurs territoriaux qui font un travail de SAP au quotidien, un travail de prévention, un travail d'écoute auprès des habitants et des syndics sur le problème qu'ils peuvent rencontrer donc, sur leur terrain, un rôle de surveillance de dossiers à risque, avec parfois, et je le vois sur certains de mes dossiers, le déplacement de l'ingénieur territorial lorsque le chantier présente des menaces pour la sécurité. Ils sont aussi en charge de la gestion des désordres lorsqu'ils surviennent dans leur secteur, sur les murs de soutènement classiquement, voire lorsqu'on a des fontisses. Alors pour terminer, et pour un peu illustrer ce qu'on peut faire à la commission, j'ai pris un exemple qui est tout à fait récent, c'est le parc Sutter. Donc sur ce parc Sutter, qui est un parc de la ville de Lyon, le service des espaces verts a prévu un aménagement et avait prévu de réaliser donc, des jeux d'enfants. Pour cela, ils ont fait faire donc, une reconnaissance géotechnique et 3 forages pressiométriques ont été réalisés. Sur l'un des forages, on a donc effectivement une anomalie entre 6,50 m et 8,50 m, avec une vitesse d'avancement qui sature, une suspicion de vide indiquée donc, par le sondeur et puis repris par l'ingénieur, et des essais au pressiomètre qui sont effectivement à la limite de leur interprétation. Donc ce dossier a fait l'objet d'un examen auprès de la commission et on a effectivement, lors de la commission, suggéré qu'un carottage soit fait pour effectivement déceler si on a réellement un vide ou si on a une zone remaniée. Donc ce carottage a été réalisé et donc comme il arrive parfois, les experts peuvent se déplacer sur les zones lorsqu'on a des sinistres, des fontisses, mais aussi pour aller visualiser les matériaux dans les carottes. Donc c'est de l'INSA, toujours Catherine Potier et Louis Vinet qui sont allés sur place et ont fait leur compte-rendu. Et en fait, entre 6,50 m et 8,50 m, on n'a pas de vide, mais on a des matériaux remaniés, des matériaux qui sont complètement déstructurés. Donc ce dossier a fait à nouveau l'examen au niveau de la commission des BALM. De nombreuses fois, il a été discuté, de nombreuses fois, on en a parlé, et il a été effectivement conseillé donc de réaliser un sondage blindé, puisqu'il a été suspecté une galerie qui était non reconnue et effondrée sur le site. Donc effectivement, le sondage blindé a été entrepris. Entre 2 m et 2,40 m au nord, on a déjà la présence d'un vide potentiel, donc qui est au-dessus de la côte qui a été relevée au niveau donc, du sondage. Il a été poursuivi jusqu'à 7,10 m.
où là, effectivement, cette fois-ci, on a bien la zone décomprimée et on a bien la galerie effondrée donc en direction du nord. Ce puits a toujours été continué donc, au niveau en profondeur jusqu'à 9,60 m, et discussion a été encore pris au niveau de la commission pour savoir s'il fallait commencer une reconnaissance de cette galerie. Donc ça a été poursuivi jusqu'à 9,60 m, où on voit effectivement la galerie, les matériaux de comblement, et là les matériaux en place, qui sont effectivement les matériaux du Miocène, avec les lits argileux, les lits sableux. Franck Barbet, il vous reste moins de 2 minutes. C'est bon, j'ai presque fini. Donc, on a continué le blindage donc, sur 2 mètres pour qu'on puisse observer. Donc, là, vous avez ici une idée de ce qui est fait dans les galeries lorsqu'elles sont confortées. On a toujours cette galerie, les matériaux de remplissage, et là, on voit effectivement l'eau, parce que derrière, on a le dallot, de captage de cette eau. Donc, cette reconnaissance a permis effectivement de faire la coupe au droit donc, du parc statutaire. On a toujours nos matériaux anthropiques, on a notre moraine, on a nos matériaux argilociteux du Miocène, et on a donc le puits. Et ici, on a le début de la galerie qui a été fait sur 2 mètres avec le dallot d'évacuation. Ce qui veut dire qu'au niveau du parc statutaire, on vient de découvrir une nouvelle galerie qui va venir compléter les 55 km de galerie qui existaient déjà et qu'il va falloir effectivement dans l'avenir, lorsque les budgets le permettront, conforter. Voilà, merci de votre attention.